Ce soir, rentrer dans le domaine d'idées beaucoup remuées, ce qui me rappelle un triste incident de la période jacobine, lorsque Madame Roland était traînée à la guillotine et lorsqu'elle s'écria « Liberté, que de crimes l'on commet en ton nom, avant de périr ». Alors, maintenant, c'est un peu moins dramatique, quoique les conséquences de certaines bévues peuvent être fantastiques. Et donc, je serais tenté de m'écrier « Écologie, que de bêtises on raconte en ton nom ». Voilà. Alors, il faut débroussailler ce champ plein de mauvaises herbes qui s'appelle l'écologie. Et pour cela, il faut procéder pas à pas et sujet par sujet. Le premier sujet en la matière sera traité par M. Camille Vert, ici présent, et qui prend la parole. À lui de jouer. Merci beaucoup. Merci encore, mon père. Vous avez déjà entendu M. Stanislas Delarminat, qui a rédigé quelques ouvrages, dont l'un s'appelle « Les contre-vérités de l'écologisme ». Et pour le sujet qui va vous concerner ici, qui est celui de l'atmosphère, du climat, de la planète en général, je ne saurais assez vous recommander l'ouvrage déjà ancien d'un centralien, professeur à Marseille, très bien documenté, aux éditions Notre-Dame-des-Grâces. Cet ouvrage, un peu prescient, des années 1998, s'appelle « L'Empire écologique » ou la subversion de l'écologie par le mondialisme. Je ne saurais aussi vous recommander, des ouvrages de Jean de Cavasdoué, Henri Voron sur les histoires d'eau. En effet, vous entendez périodiquement que l'on va manquer d'eau ou que nous sommes d'horribles exploiteurs parce que nous utilisons l'eau qui nous tombe du ciel, alors qu'il y a des gens qui ont un peu moins d'eau. Bon, ce sont évidemment des sottises et l'imposture hydrologique est dévoilée par Jean de Cavasdoué et Henri Voron, qui sont deux ingénieurs agronomes. Les prêcheurs de l'Apocalypse, oui, l'homme est coupable de tout et la planète va bientôt... la lune va tomber sur la Terre, la planète va prendre feu, etc. Toutes ces sottises vous sont démenties et démontrées dans cet ouvrage. Je fais un peu de publicité pour un ouvrage auquel j'ai très modestement participé, qui s'appelle « Réponse à l'écologisme. Comment la connaissance permet de réfuter les peurs entretenues ». Ce qui est bien le sujet, comment l'on vous bourre le crâne en vous faisant peur, en vous annonçant l'apocalypse pour demain matin ou pendant 3 ans, et ce depuis 50 ans au moins. Quelques références Internet, mais que vous les verrez aussi bien chez vous. Alors, l'écologisme, ce n'est pas gratuit. Voici ce qu'annonce la Commission européenne pour le climat, 320 milliards d'euros. Hein, on ne sait pas d'où ça vient. Et bien entendu, vous avez toutes sortes d'organisations non gouvernementales largement subventionnées qui viennent dire « Ah, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Il nous faut 40%. » Donc Climate Action Network Europe, qui est une de ces officines subventionnées, dit « Ah ben, je voudrais un peu plus d'argent. » European Alliance to Save Energy, qui est aussi une autre officine. Donc il y en a des multiplicités. Nous allons en voir d'autres tout de suite. Donc ces gabegies climatiques, ici la Commission européenne, a un prix et évidemment n'a aucune espèce de justification scientifique. Nous allons le voir. On vous parle beaucoup d'énergie verte, d'éoliennes, de transition écologique. Voilà à peu près un excellent résumé en juste une image. Les subventions coulent, qu'il y ait du vent ou pas. Vous remarquerez ici qu'il y a des toiles d'araignée sur l'éolienne. Qu'il y ait ou non de l'électricité, c'est la subvention qui va dans la poche du promoteur. Et évidemment, dans les maisons, l'électricité est encore coupée.
Encore un blackout, pourquoi? Parce que ce sont des sources d'énergie et d'électricité intermittentes. Et donc on vous menace de vous couper le courant ou de faire disjoncter le réseau ou de provoquer un blackout. Il y en a eu 4 en Australie du Sud, parce que l'Australie du Sud a atteint environ 30% de production en éolien et en solaire. Mais ça a tué environ 70 nourrissons dans un hôpital qui n'a pas su démarrer. C'est un tout petit pays, c'est 1 600 000 habitants, la moitié de Paris. Et il y a 70 nourrissons qui sont morts parce que le groupe d'électrogène n'a pas démarré. Mais c'est le blackout, et nous sommes menacés de blackout à cause des éoliens et du solaire. Alors à qui profite le crime? Vous l'aurez deviné tout de suite. Aux bureaucraties, aux organisations non gouvernementales largement subventionnées, aux pseudo-scientifiques complices, qui, pourvu qu'on les paye, trouveront toujours les résultats qu'il faut trouver, des charlatans médiatiques, vous en connaissez beaucoup, des politiciens à court d'idées, je n'insiste pas, des entreprises subventionnées et qui réclament toujours plus de subventions, je n'insiste pas, et enfin, tous les bénéficiaires de prélèvements, d'extorsions, de taxes carbone en tout genre, qui en réclament toujours plus. Nous avons vu tout à l'heure les ONG dire 25% c'est pas assez, il me faut 40. Alors voici l'ONU, la Banque mondiale, et des gens que vous connaissez bien, ici Madame Lagarde, la présidente de la Banque fédérale américaine, enfin des gens que vous connaissez, réclamaient 89 000 milliards d'euros, c'est pas qu'un peu, et en quelques années. Oui, mais c'est encore moins. Voici donc, sous le thème brigandage et extorsion, une myriade de parasites. Et ici, vous avez donc 12 agences et compagnies qui se sont mis ensemble pour rédiger un ouvrage appelé 2020 The Climate Turning Point, le point de basculement du climat en 2020. Que réclame-t-il évidemment? 1000 milliards de dollars par an dès 2020. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme il ne faut jamais s'oublier, il réclame une multiplication par, je ne sais plus combien, par 10 du flux venant des institutions philanthropiques. Il ne s'oublie pas. La brigandage et extorsion, maintenant, c'est un exemple de grandes compagnies qui ont formé une Energy Transitions Commission, une commission pour la transition énergétique. Que pensez-vous qu'ils font? S'ils réclament, c'est des acteurs souvent du pétrole, qui sont des producteurs de gaz naturel et qui veulent éliminer la concurrence du charbon. Le charbon est en effet moins cher que toute espèce d'autres produits quand il s'agit de faire du chauffage. Et donc, ils veulent surtout profiter des subventions publiques et des taxes carbone. Et la conclusion, et à ceux qui s'étonnent de voir encore les bénéficiaires réclamer la mise en place de taxes, c'est aussi vieux que les impôts, de taxes et de subventions. Alors, il n'y a que du beau monde, hein. C'est Bank of America Merrill Lynch, BHP Billiton, qui est un très grand exploitant de minéraux, BlackRock, qui est le principal fonds de pension et hedge fund américain, Energy Transition, Energy System, CO2 Science, European Climate Foundation. Vous avez un mélange intéressant d'entreprises, telles que Schneider Electric, ou Statnett, qui est une entreprise norvégienne, et un mélange intéressant avec des organisations non gouvernementales ou des think tanks dûment subventionnés. Ça, brigandage et extorsion, voilà ce que raconte M. Al Gore dans son église de climatologie, et nous allons voir ce que dans les Carbon Tax Saves Our Life. Al Gore a quitté la Maison-Blanche avec une fortune pas très considérable, et maintenant il est riche à milliards, puisqu'il a trafiqué sur les droits d'émission de carbone. Donc c'est assez ressemblant, si je puis dire. Et Al Gore a monté toutes sortes d'officines de communication, et vous en avez ici un exemple, Climate Communication and Behavior Change, comment faire de la communication sur le climat pour inciter les gens à changer de comportement. C'est du bourrage de crâne à l'état pur. Et ici, vous avez un exemple, que faut-il dire? Comment faire prendre conscience aux gens des difficultés?
eh bien, les études de Social Capital Project, qui est son entreprise, ont montré que les termes qui suivent ont une bonne résonance. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Faut-il dire le réchauffement climatique? Non. On va dire une transition climatique rapide. On va dire une perturbation totale du climat, un choc climatique, l'effondrement du climat, ou encore la panne du climat. Donc, tous ces baratins, cette mise en condition est étrangement étudiée par des psychologues de manière à avoir le maximum d'impact psychologique sur les foules. C'est un peu comme les ours blancs. Hein. Les ours blancs, il y en avait 5000 en 1975. Il y en a 5 fois plus maintenant. 5 fois plus dans l'Arctique. Ils se portent très bien. Mais Al Gore avait trouvé par des études de marché que ça avait une certaine résonance sentimentale dans le public qu'il vise. Là, bon, ce n'est pas l'image originale. C'est dans Scream Body Snatchers. Un film d'épouvante. Mais nous sommes effectivement dans un film d'épouvante. Alors, Al Gore s'est fait un peu engueuler aux États-Unis parce qu'il a dit qu'une grande tempête de glace, telle que celle qu'il y a eu en en janvier à New York, où il a fait -15 pendant un bout de temps, vous voyez l'étendue des fontaines, a dit que c'était une conséquence du réchauffement climatique. Là, les gens n'ont pas cru. Donc, je rappelle qu'aux États-Unis, de temps en temps, il y a un bon anticyclone polaire qui tombe et que voilà des exemples de température observés à 400 km au nord-ouest de New York. Il y a même eu cet hiver-ci 40 cm de poudreuse dans le Sahara. Vous voyez les malheureux dromadaires avec les pattes dans la neige, ça ne leur est pas arrivé depuis 37 ans. Et évidemment, Le Figaro nous dit que les vagues de froid sont effectivement liées au réchauffement de la planète. Il faut le croire. C'est du foutage de gueule absolument invraisemblable. Et maintenant, vous avez même les juristes qui s'y mettent avec des cabinets spécialisés qui veulent absolument récupérer des sous aux dépens des compagnies solvables, telles que les pétroliers, ou aux dépens des États, c'est-à-dire dans vos poches, sous prétexte, donc voilà un manuel qui vient d'être publié par M. Christian Huguelot, c'est M. Corinne Lepage, sur la manière de faire des procès, et il réclame une justice climatique, un projet de déclaration Human Rights and Climate Change, qui est d'ailleurs en cours de lancement, et une justification du fait que l'on s'attaque à de grosses compagnies pétrolières, puisqu'évidemment, pour leur demander des sous, il vaut mieux avoir des gens qui en face ont du répondant. Et donc voici M. Richard Head, qui est du Climate Accountability Institute, qui menace les producteurs de carbone de procès et de lourds procès en dédommagement. Parce que, évidemment, ces compagnies ne savent pas ou ne veulent pas savoir que le CO2, eh bien, nous allons le voir tout à l'heure. Donc vous avez un grand nombre de vampires d'ONG qui veulent vous sucer le sang en poursuivant et les sociétés et les États en responsabilité civile et climatique. Et les amateurs de jeux vidéo sauront que ce que tu dois faire pour sauver ta peau, tiens bien ton arme et dézingue tous ces zombies. Il n'y a pas d'autre méthode et nous allons voir comment il faut faire. Alors, il y a beaucoup de diapositives, des choses peut-être un peu compliquées, mais j'essaierai de vous tenir éveillé jusqu'au bout. Alors, un peu d'histoire quand même, pour remettre les choses en perspective. Depuis le début du XXe siècle, il faut toujours que ce soit de la science. Il n'y a plus de révélation. Il faut que ça soit prouvé scientifiquement. Alors, on a eu la science du matérialisme dialectique et du matérialisme historique. Ça a duré de 1917 à 1990. L'horizon indépassable de la pensée humaine. Ça a fait quelques centaines de millions de morts. Et puis on a vu comment la perversion de la biologie, par exemple par Lysenko, où il y avait une biologie prolétarienne contre la biologie bourgeoise de Mendel et de Darwin. En 1920-1945, il y a eu la supériorité de la race allemande. Ça a aussi été mauvais. Alors au début de 1957, donc c'est un bout de temps, ça fait 60 ans,
on a eu des débuts des mesures de CO2 au Mauna Loa. Alors, était-ce une recherche scientifique? Était-ce quelque chose d'un peu télécommandé? Je ne sais pas dire. Mais c'est le démarrage de l'écologie militante, avec en 1962 le livre de Rachel Carson contre le DTT. Et le DTT est interdit par les États-Unis, interdit par USAID, ça a fait 100 millions de morts de malaria, parce que la malaria est revenue, et donc ça fait 100 millions de morts. En 1963, la Conservation Foundation, très liée au Rockefeller, finance une première conférence organisée par Roger Revel sur le CO2. Et en 1965, c'est le premier rapport officiel à la Maison-Blanche qui décrit les méfaits possibles du CO2, pas du CO2 naturel, du CO2 des combustibles fossiles. Ah, parce qu'il est différent de l'autre? Ben oui. Alors, en 1972, vous aviez le rapport au Club de Rome. Ça fait 30 ans que nous ne devrions plus avoir ni pétrole, ni cuivre, ni zinc, ni quoi que ce soit. Ben non. L'inventivité humaine et la recherche, l'amélioration des technologies minières permet de continuer à avoir du pétrole, du charbon et de la nourriture. Et en 1974, bon, le candidat écolo annonçait, en Tienne qu'on a déjà vu, il n'y aura plus d'eau en France en 1990. Et lisez-moi. En 75-79, on a commencé à préciser un peu les affaires de réchauffement climatique. Et un des papes du réchauffement climatique, ou un des archevêques, a dit qu'il faut trouver entre plus 1,5 degré et 4,5 degrés. Juste une fourchette 3. Appeler ça de la science, c'est un peu bizarre, mais c'est ça qu'il faut trouver. Et effectivement, tous les autres ont trouvé, parce qu'il fallait trouver derrière, sous peine d'être évidemment voué aux gémonies. Donc voilà le premier rapport de 1965 qui vous affirme que le CO2 des combustibles fossiles reste perpétuellement dans l'air, enfin la moitié. On se demande pourquoi, puisque le CO2 de l'air est renouvelé tous les ans, tous les 5 ans. Hein, un cinquième est absorbé chaque année et remplacé par du dégazage naturel. Par conséquent, vous pouvez faire l'expérience avec une bassine d'eau et un filet de vinaigre, vous verrez bien que le filet de vinaigre, au bout d'un certain temps, n'existe plus, et c'est la même chose ici. Donc, premier fable extraordinaire, le CO2 des combustibles fossiles, mais pas les autres, reste dans l'atmosphère. Oh. Et deuxième fable extraordinaire, la vitre de la serre, ce qu'on appelle l'effet de serre, qui est une autre fabrication totalement idiote. Nous allons voir pourquoi. Alors, à partir de 1965, bon, ils ont mis au point leur science, entre guillemets, et ils ont commencé à faire des conférences avec toujours à peu près les mêmes. Bert Bolin, qui était un météorologiste suédois, plus ou moins accoquiné avec les services secrets russes, Schneider, dont on a déjà parlé, et Maurice Strong, qui était secrétaire général adjoint des Nations Unies et qui voulait absolument détruire les sociétés industrielles parce qu'elles risquent de ruiner la planète. À peine de l'idéologie. Et vous avez donc, dès 88, une mise en scène. Al Gore organise une conférence de James Hansen, et le complice de Al Gore, un autre sénateur, a déclaré sans honte et sans embâge dans un journal, ben oui, on avait choisi le jour le plus chaud de l'année, on avait consulté la météorologie à Washington, de manière à ce que ces annonces de réchauffement climatique aient quelques vraisemblances. Et même, on avait saboté la climatisation de la salle dans laquelle devait se tenir la conférence de presse. Donc il faisait chaud, tout le monde suait. Ah, quelle belle mise en scène. Bon, ben, 88, c'est la fondation du GIEC. 92, c'est le sommet de Rio. Et puis la mise en place d'une convention internationale qui explique qu'il faut... qu'il faut absolument limiter les émissions anthropiques, quasiment, les émissions de CO2 des combustibles fossiles, pas le reste. En 92, la mise en place de toutes les bureaucraties qui continuent à exister, dont l'ADEME, mise en place par M. Forbes, alias Brice Lalonde, en mai 88, qui était ministre de l'écologie de Michel Rocard, puis de Édith Cresson.
Il n'a pas été ministre chez Bérégovoy qui a été suicidé en mai 93. Bon. Alors, la bureaucratie mise en place est absolument géante. Et vous avez ici, tiré d'un livre de 2001, l'état des différents compartiments, avec à chaque fois des secrétariats, des bureaux, et puis, voilà, la bureaucratie climatique mise en place. Ça, c'était il y a 20 ans. Hein. Depuis, ça a embelli encore. Et puis, la désinformation, allez plein train, bon train. 9 avril 2001, on vous annonce que les températures grimpent. Oui, elles ont grimpé d'un tiers de degré. Un tiers de degré en 40 ans. Hein. Un tiers de degré, je monte la main de 10 cm. Là, je subis un tiers de degré de plus, parce qu'il fait plus chaud en haut qu'en bas. On vous annonce que le niveau des mers monte. Oui, il monte d'1 millimètre par an ou 2 millimètres par an depuis le début du XXe siècle. On vous annonce aussi que sur toute la Terre, on sent la chaleur. Ben oui, un tiers de degré, ça se sent. Je mets au défi quiconque dans cette pièce de dire ce que c'est qu'un tiers de degré. Et puis, pourquoi est-ce que Washington ne sent pas cette chaleur? Ben parce qu'elle n'existe pas. Et puis ici, Global Warning, c'était en septembre 2004. Donc vous voyez l'intensification de la fraude scientifique, on la verra tout à l'heure. Ici, de la mise en condition, du bourrage de crâne. Et ça s'appelle de la flagrant délit des informations. Voilà quelqu'un que vous connaissez qui explique « La planète souffre, la nature souffre ». Les jours approchent où l'emballement climatique échappera à tout contrôle. Il faut sauver la planète en danger. Et pour ça, donnez-moi votre argent, donnez-moi une gouvernance mondiale écologique. Et puis vous aviez déjà Nicolas Hulot qui sortait son mouchoir en disant « Il y a des malheureux qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a les Indiens, je ne sais pas quoi, dans la forêt amazonienne, et les habitants des Ultivalus. » Les habitants des Ultivalus, nous verrons, ça fait longtemps qu'on prédit la submersion de ces îles, il ne se passe rien. Alors, quand Chirac vous dit, oui, l'emballement climatique va échapper à tout contrôle, ben vous avez là un relevé de mesures par satellite des températures moyennes. Ça, c'est des centièmes de degrés, hein, des centièmes de degrés. Je ne sais pas si vous sentez le centième de degré. Et en pratique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu, en 40 ans, un tiers de degré, 0,3 degrés de plus. C'est terrible. Et d'ailleurs, bon, autre exemple de charlatanisme impudent, la montée du niveau des mers. Ah, ben ça, c'est de la bonne désinformation. En 86, on vous annonce que la cathédrale de Cologne sera à moitié sous l'eau, c'est-à-dire que les océans ont monté de 140 mètres. Oh. Et puis on remet le couvert, si je puis dire, en 2013. National Geographic vous explique que là, les océans ont monté de 50 mètres. La statue de la Liberté est à moitié dans l'eau. Alors, ce charlatanisme-là existe depuis longtemps. Les prédictions de 1987 commencent à pouvoir les vérifier. Il y a juste un facteur 30 d'erreur. Alors, quand vous raconte des choses sur la mer, vous regardez sur le niveau des mers, vous regardez www.psmsl.org, qui est Permanent Sea Level Monitoring Service, qui regroupe toutes les données des marégraphes. Vous savez qu'en France, vous avez un marégraphe qui, depuis 1807, mesure à Brest le niveau de la mer, et à Marseille depuis 1870. Par conséquent, on a des archives bien établies, et ça monte en gros d'1 millimètre par an, à Brest comme à Marseille, un peu moins. Alors là, bon, ils sortaient le mouchoir pour expliquer que les gens du Bangladesh allaient être sous l'eau. Ben oui, on voit bien. Voilà 40 ans, 60 ans de mesure. Vous voyez, ça a beaucoup bougé. 1 millimètre par an. Alors les îles Tuvalu, c'est un marronnier, non? Quelque chose que l'on agite périodiquement. Donc France TV Info vous annonce qu'il va cet état, ces lagons vont être submergés. Le Monde en une couche. On a même fabriqué un dessin animé, une bande dessinée pour les petits-enfants, afin de les sensibiliser à la menace climatique.
Et puis, il y avait un marégraphe. Ben, le marégraphe montre plus 1 mm 65. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Et il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'aller comparer les observations faites, les observations satellitaires ou par avion, des surfaces des îles, puisque c'est des îles à lagon, et qui a constaté qu'il y avait plus de 20% sur la surface des îles depuis 50 ans. Ben oui. Pourquoi? Parce que les coraux montent, s'adaptent, et ça fait plus de surface. Bon, je passe sur les détails, mais enfin, voilà de la désinformation à l'état pur. Alors, autre désinformation, vous voyez, New York rempli d'eau. On vous annonçait en 88 plus 3 mètres pour 2028. Là, c'est juste 30 fois ce qui est observé. Mais comme c'est un charlatan impéditent, il remet ça tous les ans ou tous les 2 ans en annonçant une nouvelle catastrophe à venir. C'est du charlatanisme. Alors, le marégraphe de New York, ben, le voilà. Vous voyez que ça croît de 2,5 mm parce que le sol s'affaisse un petit peu. Et il y a 1 mm pour l'eau et 1,5 mm pour le sol qui descend. Bon, je passe sur les détails. Là, c'est encore un autre exemple de charlatanisme débridé. Là, encore un exemple de charlatanisme débridé. L'apocalypse climatique menace. Si la température monte, on va avoir des guerres d'ici 2020. Ça a été publié en 2008. Donc, vous avez les guignols habituels. Marc Jancovici de la Fondation Hulot, le réseau Action Climat. Enfin, oui, c'est de l'information. Au cas. Non, vous en douteriez. Alors, il y a Bruno Tertrais, qui est à la Fondation de sciences politiques, je crois, qui a publié un petit ouvrage de remise au point sur les guerres du climat, expliquant que c'est évidemment du bidon. Alors, on va regarder un petit peu maintenant. D'abord, savoir ce que c'est que l'infrarouge thermique, parce qu'on va beaucoup parler d'infrarouge thermique. Première chose à savoir, c'est ce que c'est. Ben, vous êtes lumineux. Vous êtes lumineux, vous voyez. Alors celui-là est un peu moins lumineux, il est simplement à 33 degrés. Donc il émet du rayonnement, et ce rayonnement est capté par la caméra infrarouge. Celui-là un peu plus chaud, il est à 37 degrés. Et vous voyez donc le rayonnement de l'individu à 33 ou à 37 degrés. C'est maintenant une méthode assurée chez le toubib pour mesurer les températures. Alors, des termes grossiers, mais enfin, méga ça veut dire 1 million, giga ça veut dire 1000 millions ou 1 milliard, et téra 1000 milliards. Et la bande infrarouge thermique, celle à laquelle vous rayonnez, est entre 1 THz et 75 THz. Excusez-moi, mais... Et ensuite, vous avez du soleil, parce que le soleil est beaucoup plus chaud, donc il émet des ondes beaucoup plus courtes. Entre les UV et 4 microns en gros. Alors le point essentiel, que vous ne trouverez dans aucun ouvrage de climatologie officiel, est le suivant. Vous voyez, ma main émet 500 watts par mètre carré, parce qu'elle est à 33 degrés. Ma main gauche émet 500 watts par mètre carré. Est-ce que ma main droite réchauffe ma main gauche ou ma main gauche réchauffe ma main droite? Mais non, parce qu'un transfert de chaleur par voie radiative, c'est comme entre deux comptes en banque. Entre deux comptes en banque, ce qui était émis par l'un est reçu par l'autre. Moi, ce qui était reçu par l'autre est émis par le premier. Et on verra tout à l'heure qu'entre l'air très opaque, très très opaque, en infrarouge thermique, et la surface, ben, le bilan est nul. Donc l'air de la Terre, il est opaque. Alors, il y a une mesure d'opacité qui s'appelle l'épaisseur optique. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais c'est juste pour vous signaler que dans la bande de l'infrarouge thermique, en bleu, c'est la vapeur d'eau, en rouge, c'est le CO2. Donc, vous voyez que le CO2 occupe une toute petite bande et rayonne essentiellement depuis la stratosphère, c'est-à-dire qu'on s'en fout pour ce qui est de nos affaires, puisque nous vivons dans la troposphère, la basse troposphère. Et donc, la vapeur d'eau fait le gros du rayonnement et le gros de l'absorption. Et le CO2, une toute petite bande, c'est la queue du chien. C'est pas, et tout le reste, c'est la vapeur d'eau. Donc, juste pour vous donner une idée de la proportion entre le CO2 dont on parle infiniment,
et qui en fait ne rayonne que depuis la stratosphère, à peine ici depuis la troposphère, et la vapeur d'eau qui rayonne entièrement depuis la troposphère. Donc c'est juste pour donner des ordres de grandeur d'épaisseur optique. Pourquoi est-ce que je vous donne des grandeurs d'épaisseur optique? Pour vous dire que s'il y a 30 kg par mètre carré de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui est la valeur mondiale, moyenne mondiale à peu près, ben, si vous avez une épaisseur optique de 100, 30 kg divisé par 100, ça fait 300 grammes. Et donc tout le rayonnement viendra des 300 derniers grammes en haut ou en bas. La pellicule au-dessus, la pellicule en dessous. Évidemment, la pellicule en dessous, elle est au contact de la surface. Et elle occupe 40 mètres d'épaisseur à peu près. C'est-à-dire qu'au bout de 40 mètres, vous avez tout absorbé et que tout le rayonnement de l'air vers la surface vient de ces 40 mètres, qui sont à peu près la température de la surface. Par contre, là-haut, à 8 km, c'est 1 km qu'il faut pour avoir les 300 grammes de vapeur d'eau. Donc en haut, c'est vers 8 km, disons, il y a 1 ou 2 km où la vapeur d'eau varie fortement, et c'est là-haut que ça rayonne. En bas, c'est les 40 mètres qui sont à peu près la même température que celle du sol. Alors je passe sur quelques détails. Alors, comparons la Lune, la Terre et Vénus. La Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc là où le Soleil est au zénith, il fait 122 degrés ou 120 degrés. Et puis, en moyenne, il fait moins 67 degrés à l'équateur, moins 175 degrés au pôle. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de Soleil, ça se refroidit très vite. C'est la surface de la Lune qui, lorsqu'elle est éclairée par le Soleil, fait 120 degrés. Et puis, dès que c'est dans l'obscurité, il n'y a plus rien. Sur la Terre, vous avez 10 tonnes d'air au-dessus de la tête. 10 tonnes d'air remplies de vapeur d'eau. J'insiste, remplies de vapeur d'eau à raison de, en moyenne, 30 kg par mètre carré. Sur les 10 tonnes. Donc ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est ça qui fait, un, l'opacité en infrarouge thermique, et deux, tout le rayonnement du globe. C'est la couche à 10 km qui rayonne là-haut. Et donc, contrairement à la Lune, là, il y a la vapeur d'eau, elle bouge, avec les nuages, avec le vent, et les océans bougent aussi. Et donc, vous avez une bonne égalisation des températures tout autour de la Terre. Une relative égalisation. Hein, il ne fait pas moins 67 degrés, ni moins 175 degrés. Même au pôle en hiver, il fait moins 40 degrés ou moins 30 degrés. Et de temps en temps, là, vous avez eu des nouvelles épouvantables. Il faisait 0 degré au pôle Nord cet hiver. Pendant 24 heures. Oui, il y avait une remontée d'air chaud venant du plus au sud qui égalise effectivement le rayonnement du globe. Donc vous avez une machine thermique dont la fonctionnalité est d'égaliser le rayonnement, et qui s'appelle vapeur d'eau, plus le mouvement de l'air et des océans. Alors sur Vénus, vous savez qu'il y a une température au sol de 460 degrés. 460 degrés. Mais pourquoi? Parce que le poids de l'air sur Vénus est 100 fois le poids de l'air sur Terre. Et que vous avez une relation entre la température et la pression, relation que vous connaissez bien, lorsque vous essayez de gonfler les pneus de bicyclette, à la fin, ça chauffe au bout de la pompe. Donc vous avez une relation température-pression qui est de la physique élémentaire sur Terre et sur Vénus, qui est parfaitement vérifiée. Donc aucune faribole radiative, simplement le haut de la vapeur d'eau ici et le haut des poussières sur Vénus, les poussières sont 60 km, rayonnent vers le cosmos et rayonnent à leur température, et en dessous vous avez ce qu'on appelle le gradient de température qui est parfaitement fixé sur Terre. L'aviation civile prend 6,5 degrés par kilomètre. Quand vous êtes en route, en avion à 11 km, il fait 65 degrés de moins ou 70 degrés de moins qu'au sol. Alors, ça, c'est trop compliqué, je vais le passer très vite. C'est simplement pour vous prévenir que le Soleil qui rentre au-dessus de l'atmosphère n'est pas le même dans toutes les saisons, évidemment. Alors ici, en décembre, au pôle sud, 550 watts par mètre carré. Par contre, évidemment, en été du nord, en été boréal au pôle sud, 0.
À Paris, vous avez en gros, ici vers 48 degrés nord, vous avez 500 watts par mètre carré en juin, juillet, et puis vous avez 100 watts par mètre carré, moins ce que prélèvent les nuages, en décembre. Juste pour vous dire donc que vous avez une grosse différence et que tout le travail de la vapeur d'eau est d'égaliser ces températures et d'égaliser ces effets de rayonnement très différents selon la saison, selon le mois. La vapeur d'eau, j'en ai beaucoup parlé, il faut quand même la regarder un petit peu. Voilà un exemple mesuré de vapeur d'eau au-dessus des océans. Donc là, c'est en février 2004, 16 février 2004, et vous voyez que vous avez jusqu'à 70 kg par mètre carré dans les zones tropicales, dans les zones équatoriales, dans la cheminée équatoriale, si je puis dire. Là, vous avez une convection qui, tous les jours, à 11h du matin ou à 2h, selon la température de surface, démarre et emporte jusqu'à 20 km de la vapeur d'eau. Donc là, vous voyez la mousson malgache, la mousson australienne, et donc on appelle mousson ce qui arrive dans l'hémisphère en été, venant de l'hémisphère opposé, et qui provoque des pluies intenses pendant 2, 3, 4 mois. La plus célèbre étant évidemment la mousson indienne, mais là, nous sommes en février. Alors, bon, je passe rapidement. Là, si vous avez... Je voudrais vous dire un mot sur ce que c'est qu'un El Niño. Vous voyez de temps en temps dans les journaux, il est question du El Niño. Ben, le El Niño est un procédé de régulation inventé par la Terre, si je puis dire, pour faire en sorte qu'elle reste à peu près à température homogène. Et quand le pôle Nord trouve qu'il a froid, il renvoie... Enfin, je passe sur des détails. C'est en gros un chauffage central à eau pulsée. Et vous avez un El Niño tous les 3 à 5 ans. Ce n'est pas un courant, c'est une piscine d'eau chaude du Pacifique ouest, du côté de l'Indonésie, qui fait 500 mètres d'épaisseur, 2000 km de large, 5000 km de long, qui largue les amarres, parce que les alizés ont faibli, tout ça est piloté par les vents, et qui arrive à la côte du Pérou. Et qui arrive à la côte du Pérou à Noël, d'où le nom de l'enfant Jésus, El Niño. Et en arrivant à la côte du Pérou à Noël, évidemment, ça fait plus 2, plus 3, plus 10 degrés. Une énorme quantité, une piscine d'eau chaude. Et puis cette piscine d'eau chaude, après Noël, en janvier, février, mars, repart vers l'ouest. Et là, elle est éclatée par la force de Coriolis, je passe sur les détails, et vous voyez qu'elle va se répandre dans les mois qui suivent, vers le nord et vers le sud, auquel elle donne un coup de chaud. Donc la température revient à la normale, si je puis dire, mais la piscine d'eau chaude qui avait provoqué cette surchauffe se retrouve ensuite aux latitudes plus hautes. Et vous avez un Niño tous les 5 ans, c'est assez apériodique et irrégulier. Et pratiquement, comme vous le voyez sur cette graphique, ici vous avez les latitudes, et ici vous avez les changements de température. Donc vous voyez que tous les changements de température observés depuis qu'on a des satellites qui mesurent cela sont en fait attribuables au El Niño. Pas besoin d'inventer des trucs extraordinaires. Les El Niño font les températures. Vous voyez, puis, etc. Alors, les deux fautes fondatrices de réchauffement. Alors maintenant, je vais vous ennuyer avec un peu de physique. Là, vous êtes dans le vide. Vous êtes sur la Lune. Et on vous dit, oui, j'ai un vide. Et puis si je suis sur la Lune, je remets une vitre. C'est la vitre de la serre. Alors la vitre de la serre, ici, le Soleil envoie 100, peu importe le chiffre réel, la surface renvoie 100. Elle a la bonne température pour envoyer 100. Là, elle reçoit du solaire, et là, elle émet de l'infrarouge thermique. Comme vous émettez de l'infrarouge thermique, mais à une température différente. Et puis là, on remet une vitre. La vitre est opaque en infrarouge. Par conséquent, c'est elle qui va émettre 100. Et comme elle a une certaine température, elle va émettre 100 vers le haut, 100 vers le bas. Et donc la surface va recevoir 200.
comme la surface reçoit de 100, elle va être un peu plus chaude que si elle ne recevait que 100. Et sur la Lune, ce serait plus 75 degrés. Pas qu'un peu. Mais c'est dans le vide. Est-ce que vous vivez dans le vide? Non, vous vivez dans de l'air, dans 10 tonnes d'air, plein de vapeur d'eau. Sans quoi vous seriez mort. Et donc le schéma réel, non pas ces histoires idiotes que vous trouvez dans tous les manuels, universitaires même. La réalité est celle-ci. Vous avez un corps opaque. Là, vous avez comme entre ma main gauche et ma main droite. Elles sont à peu près à la même température. Les 40 premiers mètres de l'air sont à la même température que la surface. Et par conséquent, comme l'air est opaque, il absorbe et il émet autant que ce qu'il absorbe. Et le bilan net avec la surface, c'est 0. Donc le refroidissement de la surface, qui reçoit quand même le solaire, c'est par évaporation. L'évaporation, vous la faites tous les jours l'expérience chez vous, c'est un moyen très commode et très efficace de refroidir un milieu ou de le stabiliser. Et donc vous avez ici évaporation, convection, c'est de l'air turbulent, et toute cette chaleur-là va alimenter la pellicule, hein, les 300 grammes de vapeur d'eau là-haut qui rayonnent vers le cosmos. Donc ce n'est pas du tout ce schéma-là dans le vide, parce que vous ne vivez pas dans le vide, vous vivez dans de l'air rempli de vapeur d'eau, opaque en infrarouge thermique, parce qu'on a vu les épaisseurs optiques, c'est pas qu'un peu, c'est des dizaines et des centaines. Alors qu'une épaisseur optique de 1, ça absorbe 80% du rayonnement qui tombe dessus. 80%. Ça ne laisse passer que 20%. Donc, vraiment, c'est opaque, quand c'est une épaisseur optique de 400 ou de 300. Et donc, la température, c'est l'effet de la pression. Donc, la référence de température, elle est là-haut. Elle est à la bonne température pour que le globe soit en équilibre. Et sur la surface du globe, hein, il y a un équilibre extrêmement précis là-haut, à 10 km ou à 8 km. Et en dessous, c'est simplement l'effet d'une relation entre la température et la pression dans la troposphère. C'est tout à fait simple. Mais je n'ai pas trop le temps de... Donc, ce que je viens de dire, bilan net entre la surface et l'air, 0 parce que l'air est opaque en infrarouge thermique, et qui sont à peu près à la même température, hein, les 30 premiers mètres et la surface. Ensuite, la température, elle dépend essentiellement de la rapport des pressions, entre la pression là-haut à 8 km et puis la pression en surface, puisque c'est là où ça se passe, pour le rayonnement vers le cosmos. Donc, je refais encore le dessin. Vous avez une épaisseur optique de 1 qui échange avec la surface, et en équilibre. La chaleur solaire, elle repart par évaporation. Ici, vous avez une épaisseur optique de 1. Le cosmos, il est vide, hein, il n'émet rien en infrarouge thermique. Par conséquent, c'est cette couche-là, à 10 km ou à 8 km, qui rayonne vers le cosmos et qui refroidit, entre guillemets, le globe, mais le refroidit de manière intelligente, pas comme sur la Lune, où vous aviez un point qui rayonne comme un malade et puis le reste est à moins 200 degrés. Vous avez une température raisonnable. Et sur Vénus, vous avez beaucoup plus de pression. La température est absolument uniforme, que ce soit sur la face éclairée ou sur la face non éclairée, que ce soit au pôle ou à l'équateur, partout la même température et pas de vent sur les 30 premiers kilomètres. Par contre, il n'y a pas de lumière, parce que c'est la couche de poussière là-haut qui intercepte tout le soleil, quasiment. À ce point même que les Russes, pour leur deuxième engin Venera, ont dû mettre un projecteur pour pouvoir voir quelque chose avec leur caméra vidéo. Caméra vidéo un peu bricolée pour qu'elle tienne à 460 degrés. Elle a tenu une demi-heure. Bon, je vous ai déjà raconté ça. C'est les 300 grammes en haut et en bas qui comptent. Et voilà à peu près le résumé. La régulation du refroidissement du globe. Donc à gauche, vous avez le Soleil qui envoie des UV qui seraient émis par la stratosphère, donc vous en foutez d'une certaine manière, puisque c'est complètement séparé de la troposphère. Enfin, pas complètement, mais... Ensuite, vous avez le rayonnement infrarouge thermique de la vapeur d'eau, donc cette pellicule dont je parlais tout à l'heure, qui rayonne 200 watts, presque 200 watts par mètre carré,
Elle fait 90% du rayonnement de la Terre. C'est donc la vapeur d'eau qui compte, pas des fariboles sur le CO2. Et puis la surface, parce qu'elle fait de la vapeur d'eau, où il y a 20 watts par mètre carré qui échappent aux nuages et à la vapeur d'eau. Moyennant quoi, vous avez une bonne uniformisation de rayonnement, puisque le travail de la vapeur d'eau et du mouvement de l'air, c'est d'uniformiser le rayonnement de manière à avoir les températures les plus homogènes possibles et les plus faibles possibles. Alors que sur la Lune, vous avez 120 degrés d'un côté, moins 200 degrés de l'autre. Bon, je n'insiste pas beaucoup, ça on l'a déjà vu. Et on vous dit, oh, doubler le CO2, c'est horrible. La planète ne va pas survivre. L'emballement climatique nous menace, comme disait Chirac. L'emballement climatique est imminent. Ben oui. Alors, là, vous avez la vapeur d'eau qui rayonne. On dit d'où elle rayonne. Hein. Comme elle est très opaque, elle rayonne de très haut. Et puis là, on vous montre d'où ça rayonne le CO2. Alors, le CO2 rayonne essentiellement depuis la stratosphère, mais il y a deux petits zizi ici où, lorsque vous augmentez la quantité de CO2, le niveau de rayonnement, le niveau à partir duquel le CO2 rayonne, va monter un petit peu. Donc ça va être plus haut et plus froid. Donc il va y avoir moins de rayonnement. En gros, pour moins 2 watts par mètre carré. Alors vous me direz, 2 watts par mètre carré, la vapeur d'eau rayonne 200. Et donc, comme la vapeur d'eau, elle s'adapte tous les jours et même toutes les heures, discuter sur 2 watts par mètre carré, d'une part, on ne sait pas faire, d'autre part, c'est totalement régulé par la vapeur d'eau. Hein? Alors je passe, donc on vous dit c'est plus haut, plus froid, c'est terrible, moins 1 watt par mètre carré ou moins 2 watts par mètre carré. Ah. Mais la vapeur d'eau, elle rayonne sur tout le spectre, quasiment, sauf la fenêtre. Alors que le CO2, il rayonne un peu moins, mais sur 1 THz, la vapeur d'eau sur 40. Donc on a vraiment là le paradoxe, on veut vous faire croire que plus haut, plus froid, c'est terrible. Alors il y a des tas d'histoires absolument démentes sur les contre-réactions à la vapeur d'eau. Donc je passe sur ces délires, mais vous voyez là au moins le vrai phénomène. Vous avez de la vapeur d'eau qui rayonne sur presque tout le spectre, du CO2 sur 2 petits aiguilles. Le CO2 rayonne un peu moins quand on double la quantité de CO2, c'est pas de même, hein, parce qu'il faudra 200 ans pour doubler la quantité de CO2 par rapport à maintenant, au train où ça va. Donc dans 200 ans, mais en 200 ans, la vapeur d'eau qui s'ajuste toutes les heures et toutes les minutes a le temps de corriger tout ça. Et de faire son boulot, ce qu'elle fait toujours depuis des milliards d'années. Donc je passe sur ces détails, mais vous voyez où se situe l'escroquerie. On vous dit le CO2, plus haut, plus froid, c'est horrible. Non, la vapeur d'eau, ça s'en fout. Et la vapeur d'eau est dynamiquement régulée là-haut. Dans les basses couches, la vapeur d'eau est liée à la température de la surface. Dans les hautes couches, c'est le mouvement de l'air. Bon, je passe un peu sur ces détails. Alors vous avez un autre truc absolument extraordinaire, miraculeux, excusez-moi mon père, mais c'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle le forçage radiatif. On peut lire que les gaz à effet de serre chauffent la surface une deuxième fois après que le Soleil les chauffait une première fois. Hein, vous avez l'énergie du chauffage produit à partir de rien, sans aucune réaction, ni chimique, ni nucléaire. C'est vraiment gratuit, prodigieux. Et c'est même écrit par le délégué interministériel à l'effet de serre, qui, dans un ouvrage de 1992, appelé La prévention de l'effet de serre, expliquait que l'atmosphère provoque déjà un apport énergétique de 2 watts par mètre carré. Ah, quel miracle! C'est surnaturel. Alors on vous explique, oui, global warming apporte, là c'est 3 watts. Et puis on peut vous le compter aussi en nombre de bombes atomiques d'Hiroshima. Pour vous faire peur, quoi. Tout ça, c'est des sottises. Excusez-moi. Ça s'appelle des absurdités choquantes. Ça s'appelle le forçage radiatif. Hein, de l'énergie produite là-haut à 8 km, puis qui va spontanément du froid vers le chaud. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. La chaleur, elle va du chaud vers le froid.
Bon, donc ça, c'est des choses extraordinaires. Alors on dit, ben, le forçage radiatif, il doit se trouver dans les océans. 93%, nous dit le GIEC, du forçage radiatif est dans l'océan. Bon ben oui. L'océan, qu'est-ce qu'il montre? Ben, il montre 10 fois moins que ce que le GIEC nous dit pour forçage radiatif. Ça fait 0,25 watts par mètre carré. Le GIEC dit 2,5. Juste un facteur 10, quoi. Après ça, vous pouvez y croire. Donc c'est observé, c'est 10 fois moins que ce qu'on nous raconte. Et bon, que l'océan chauffe un peu, ça dépend uniquement de la couverture nuageuse plus ou moins forte sous les tropiques. Hein. C'est absolument ça. Donc le forçage radiatif n'existe pas, c'est un mythe inepte. Alors, on a vu que la réalité, c'est la vapeur d'eau a l'air très opaque, c'est elle qui rayonne là-haut à 10 km. Et plus de vapeur d'eau, c'est en fait la quantité de vapeur d'eau qui est réglée dynamiquement à 8 km. Et puis la relation température-pression, qui est totalement ignorée. Hein. Ce que vous apprenez en gonflant un pneu de bicyclette ou dans la première année, je ne sais plus si c'est en maths sup ou en maths LM, de relation température-pression, ben là c'est totalement ignoré. Vous ne trouvez jamais ça dans aucun ouvrage de réchauffement climatique. Ils ont fabriqué leur petite science à eux, totalement fausse, en oubliant qu'il y avait quand même de la physique connue depuis quelques siècles. La relation température-pression, ça date de 1830, quoi. Bon, alors il y a une autre fraude extraordinaire, c'est le cycle du carbone, sur lequel je vais être très rapide, parce que ce sont des choses qui sont plus faciles à comprendre. Alors, il y a un peu de difficulté dans le vocabulaire. Un partie par million, ppm, partie par million. C'est une molécule pour 1 million de molécules d'air. Et vous avez 400 molécules de CO2 par million de molécules d'air. On dit donc 400 ppm. Et 1 ppm, ça correspond en gros à 2 milliards de tonnes de carbone dans l'air. Bon, alors plus de CO2 dans l'air, c'est plus à manger pour tout le monde sur Terre. Pourquoi? Parce que le CO2 a un effet fertilisant sur la végétation. Donc le CO2 glaciaire ou vers 300 ppm, vous voyez, c'est une pauvre petite plante, et à 700 ppm, elle a beaucoup grandi. Donc plus de CO2 dans l'air, c'est plus à manger pour tout le monde sur Terre. Et le changement, il y a des observations satellitaires qui montrent qu'il y a d'autant plus de feuilles qu'il y a plus de CO2 dans l'air. Et là, donc, vous avez eu plus 17% sur le CO2 de l'air, et ça a fait, en gros, plus 17% sur le verdissement de la planète. C'est simplement une conséquence. Les plantes sont en perpétuelle famine. Quand on leur donne plus de CO2 qui est leur nourriture, elles mangent plus. Et elles mangent tout ce qu'elles peuvent. Voilà un autre exemple. Là, on fait un premier essai dans une serre à 380 parties par million. Et puis on le fait plus 80%, etc. sur le CO2. Et vous voyez que votre pain, au bout de 2 ans, ou bien il est à cette hauteur-là, pour les ppm qu'on a maintenant, et si on fait plus 120%, il sera là. C'est un pain de 2 ans dans les mêmes conditions d'eau et de température. Et est arrivé un article intéressant au début de cette année, où on a annoncé qu'il y avait plus 31% sur la production végétale au cours du XXe siècle à cause de la fertilisation par le CO2. Plus 31%. C'est la nourriture d'1 milliard 700 millions de personnes. C'est pas qu'un peu. Ça fait 25% de ce que nous mangeons. Plus 30% par rapport au début du XXe siècle. C'est beaucoup. C'est un grand bienfait du CO2. Le CO2, c'est la nourriture des plantes. Plus il y en a, plus elles sont heureuses, plus elles croissent vite, plus elles ont de feuilles, etc. Alors, le GIEC nous dit ça. Bon, c'est quelque chose d'un peu compliqué, pas destiné à être lu en détail, sauf par les gens qui le veulent. Et la première chose à remarquer, c'est que le cumul des émissions de charbon, de pétrole et gaz fait 1% du carbone circulant dans les océans, l'air, la végétation et les sols. Donc on se demande si on ne se fout pas d'un peu notre gueule en disant que 1% va avoir des effets catastrophiques.
sachant que toutes ces quantités qui sont ici données avec 3 chiffres décimaux sont connues à 20% près. Les bons jours. Alors, première remarque, l'océan absorbe 80 et la végétation absorbe, disons, 80 aussi. Donc, vous avez 1/5 du CO2 de l'air qui est absorbé chaque année par les océans et par la végétation. Donc, le CO2 anthropique ne peut pas rester indéfiniment, puisqu'il est comme les plantes ne demandent pas un extrait de baptême, un acte de baptême à chaque molécule de CO2 qu'elles voient passer. Elles le mangent. Et par conséquent, le CO2 anthropique ne peut pas rester dans l'air, pas plus que le CO2 naturel. Au bout de 5 ans, il a 37% de chance d'avoir survécu, mais il a 60% de chance d'avoir déjà été bouffé. Alors ici, vous avez le cœur de l'escroquerie commise dès 1965 par Roger Revel. En effet, les océans contiennent 50 fois plus de CO2 que l'atmosphère. Donc si jamais ils admettaient qu'il y avait des échanges entre l'océan profond et l'atmosphère, leur fable ne tenait plus la route. Donc ils ont inventé, ils ne pouvaient pas inventer qu'il n'y avait pas d'échange entre l'air entre la surface de la mer et l'air, mais ils ont inventé qu'il y avait un océan où il n'y avait pas d'échange de carbone entre les 100 premiers mètres et le reste de l'océan. Donc, alors, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Bon. Tant pis. Donc, vous avez des quantités pour l'atmosphère, la végétation et les sols, l'océan. L'océan, quand l'eau est froide, vous connaissez bien ça avec le champagne, vous préférez du champagne frais. Pourquoi? Parce qu'il conserve son CO2. Il n'a pas une pression partielle de CO2. Ici, c'est 200 microatmosphères, 200 millionièmes d'atmosphère, lorsque vous êtes au bord de la banquise. Par contre, ici, lorsque vous êtes, la bouteille de champagne a beaucoup dégazé, et vous êtes avec une pression partielle de 600 ou 700 microatmosphères. Donc, vous voyez que les océans froids absorbent, ça descend dans l'océan, ça remonte quand ça a le temps, 100 ans après, par exemple, et que c'est entièrement piloté par les températures de cette zone-là. Puisque les températures de l'autre côté, il y a toujours une zone où il fait un peu frais, c'est le bord de la banquise. Et ici, vous avez l'entrée des combustibles fossiles. Donc voilà à peu près le schéma. Donc vous avez un gros échange. L'océan, c'est le gros réservoir. L'océan a envoyé dans végétation et sol, et plus 31% au cours du XXe siècle sur végétation et sol. Puisque la végétation... Donc vous avez une durée de vie de 5 ans. Pardon. Oh, tant pis. Donc je vous montre un peu la croissance observée depuis 1960. On est passé de 63 ppm absorbés à 80 ppm, peu importe, par an, parce que la quantité de CO2 dans l'air a augmenté. Par conséquent, quand vous augmentez la pression dans l'air, d'une part, les plantes bouffent plus, d'autre part, l'océan froid absorbe plus. Et vous avez le dégazage naturel, et ici, le CO2 anthropique. Bon, je passe un peu sur ces détails compliqués, mais ça vous dit que le dégazage et l'absorption naturelle sont pilotés par le cycle naturel des températures, parce que plus il fait chaud entre les tropiques, comme dans votre champagne, s'il passe de 30 à 32 degrés, la pression augmentera de 10%. Et il dégazera plus encore. Donc je peux vous dire que le CO2, source de toute vie et de toute nourriture sur Terre, est à 94% d'origine naturelle venant du dégazage, à 6% venant des combustibles fossiles. Voilà. Et donc on vous demande de faire des jeunes carbone pour 6%, ce qui est un peu dément. Puisque vous ne pouvez rien faire, puisque le carbone est en fait piloté par les températures. C'est une conséquence des températures, ça ne peut pas en être la cause. Et les grosses fraudes sont dès 1965, elles sont déjà là. On vous explique que, alors ils n'étaient pas encore très sûrs, qu'on pourrait avoir des effets délétères
may and could. Vous voyez, c'est pas très affirmatif. Et puis on vous affirme qu'il n'y a pas d'échange de carbone entre l'océan profond et l'océan de surface, et que par conséquent, les émissions anthropiques restent pour moitié perpétuellement dans l'air. Ce qui est un peu surprenant, puisqu'un cinquième est absorbé chaque année. Hein, c'est comme ça. Et ça, c'est la doctrine qui a été conservée par le GIEC, à peu près inchangée. Bon, la fraude est donc de supprimer les échanges entre l'océan profond et l'océan et l'air, et puis à supposer que la végétation ne bouge pas. Donc il y a des hypothèses un peu démentes, mais qui permettent de dire, voilà, j'ai 10 gigatonnes par an ici, j'ai un volume à peu près égal entre l'atmosphère et la végétation, par conséquent, la moitié va rester dans l'atmosphère, l'autre moitié va passer dans la végétation. Et puis j'ignore absolument les océans, je ne veux pas en entendre parler, et il y a quelques bricolages pseudo-scientifiques pour justifier cette énormité. Donc voilà les 3 mythes qui sont pieusement conservés par le GIEC depuis sa création. Ils en vivent. Alors les échanges, voilà des documents. Hein. Ça c'est le premier rapport du GIEC, 35-37. Ça, c'est le deuxième rapport du GIEC. Dernier rapport du GIEC, 90-101. Donc, ils n'ont pas pu dire, vraiment, il n'y a pas vraiment d'échange. Par contre, les formules qui avaient été inventées dans les années 80, elles sont restées. Ils n'ont pas tenu compte des changements qu'ils avaient apportés eux-mêmes. Et puis, la réalité, c'est 265, 275. Oh, c'est 10 fois plus que ça. Donc, vous voyez le cœur de la fraude, qui est caché quelque part entre l'océan de surface et l'océan profond, justifie ou ne justifie pas, une accumulation de CO2 anthropique dans l'air. Et je ne peux que vous laisser lire ce que dit Marina Levy en 2013, à savoir qu'on a 3 à 5 fois les estimations précédemment admises. Elle est très polie, elle ne va pas cracher dans la soupe. Mais bon, elle a quand même eu l'honnêteté et le courage de publier ça. C'est sa thèse. Donc vous avez ici, en gros, 10 fois ce qui était admis dans les années 80 par le GIEC. Et qui est vraiment consubstantiel au GIEC, puisque c'est avec ça qu'ils expliquent que le CO2 anthropique reste dans l'air. Voilà, François-Marie Béron, dans une conférence à l'Association française pour l'information scientifique, qui vous explique, très joli slide, 46% du CO2 reste perpétuellement dans l'air. Perpétuellement. Puisqu'il y en a une partie qui est absorbée. Alors on se demande pourquoi 46%, puisque la durée de vie est de 5 ans. Un cinquième est changé chaque année. Comment voulez-vous que ça reste perpétuellement? Et puis, là, il a un aveu. Il y a une forte variation interannuelle. Mais ce qui varie, ce n'est pas l'absorption. Parce que là, il pose que tout le changement du CO2 de l'air vient des émissions anthropiques. Il le pose a priori, sans s'occuper du reste de la physique. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est bien obligé de dire, il y a une forte variation interannuelle des pluies. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte variation interannuelle du dégazage avec le El Niño. Ça varie très considérablement. Et je passe sur ces détails qui sont un peu techniques. Là, c'est d'autres fables. Oh. Donc voilà, M. Le Treut. Qu'est-ce qu'il vous explique, M. Le Treut? Il vous explique une vague de froid n'est pas incompatible avec le réchauffement de la planète. Ça, on a donné. C'était en 2011. Il y avait un coup de froid. Je dis, mais non. C'est le réchauffement. Par exemple, la moitié environ du dioxyde de carbone injecté dans l'atmosphère est encore présente un siècle plus tard. Oh, quel miracle! Puis en plus, il confond puissance moitié sur 100 et 2 puissance moitié sur 100. Ça, c'est un détail technique. En réalité, la moitié de ces émissions a disparu au bout de 3 ans et demi. Et puis, il vous explique que les effets des gaz à effet de serre
c'est des effets futurs. Et donc l'urgence climatique, c'est engagement croissant sur l'avenir de la planète. Hein. C'est l'Académie des sciences. Il y a de l'Académie des sciences. Qu'on prend en émettant du CO2. Vous êtes priés de le croire. Alors, je vous ai montré ici les émissions anthropiques par année, en ppm par an, peu importe l'unité d'ailleurs, ppm par 12 mois, et puis les croissances au Mauna Loa. Et puis, en bleu, c'est les températures. Donc, vous voyez que les croissances des ppm, c'est simplement le dégazage, puisque les deux courbes bleues et noires sont à peu près superposables, avec quelques nuances. Par contre, il n'y a aucun rapport entre la courbe noire et cette courbe-là. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de série temporelle, mais c'est à peu près évident. On a des tests statistiques pour expliquer s'il y a une bonne corrélation ou pas. Alors, j'ai peut-être déjà beaucoup parlé, mais je voudrais quand même vous dire quelques mots sur la vraie climatologie. La vraie climatologie était déjà connue des Grecs anciens, il y a 2400 ans. C'est une science géographique, historique et botanique. En effet, lorsque vous descendez de l'avion, vous appréciez si vous êtes dans un climat méditerranéen, un climat de savane, un climat tropical ou un climat équatorial, rien qu'en regardant les arbres ou l'herbe, vous savez. Et donc ça a été mis en forme par M. Köppen dans les années 1930-1940, qui vous explique qu'il y a 30 climats déterminés essentiellement par le régime des pluies. Donc ici, par exemple, vous avez le climat forêt équatoriale, où il pleut toute l'année. Ici, vous avez le climat de mousson, en Inde, par exemple, où il pleut 3 ou 4 mois par an. Et puis ici, vous avez le climat méditerranéen, où il ne pleut surtout pas en été. Hein, il ne pleut pas non plus en été, en Californie, au Chili, ou dans les zones à climat méditerranéen. Par contre, ça, c'est les déserts. Et puis, vous avez les climats tempérés, plus ou moins froids. Alors, ce qui bouge, parce que les variations climatiques, ça existe depuis toujours. Ce qui bouge, c'est les limites entre les zones. C'est-à-dire que si jamais vous avez eu en Floride, ici, un grand coup de froid avec moins 10 degrés, comme le lancement d'une Saturn Shuttle qui a explosé au démarrage, parce que les boosters fuyaient, là, vous ne pouvez plus avoir de citronniers. Donc les citronniers sont un peu remontés, ou descendus plutôt. De même, en France, il y a eu quelques grands froids en 56 ou je ne sais plus quand, qui a tué les oliviers et qui a tué la vigne dans une partie de la Provence. Donc ils avaient un effet, le plus grand froid ou l'absence d'eau limite certaines plantes. Et donc tout est déterminé en fait par la botanique. Alors ce qui change ici, c'est les limites entre les différents climats. Par exemple, entre 1945 et 1975, les Américains ont eu vraiment la trouille. Ils ont appelé ça la grande glaciation. En effet, entre ces deux climats-là, qui sont à peine discernables sur l'écran, la limite a descendu de 400 km vers le sud. Donc ils ont un peu plus frais en hiver, et éventuellement, certains semis d'hiver ne pouvaient pas survivre. Il fallait faire du semis de printemps. Enfin bon. Alors, l'idée de faire un climat mondial moyen est évidemment une ineptie, un peu comme si vous vouliez faire un numéro de téléphone moyen en prenant l'annuaire et en faisant la moyenne de l'annuaire. Ça a autant de sens que ça. Alors, voilà un exemple de migration observée en Suisse depuis 100 ans. La limite des arbres à feuilles caduques était à 600 mètres, elle est passée à 1050 mètres. Ça s'est un peu arrangé, un peu réchauffé. Où il y a un peu plus de CO2, un peu plus de température. La limite entre la forêt mixte conifère et la forêt boréale à conifère, uniquement des mélèzes, est montée de 200 mètres. Donc ça, c'est des observations, la vraie réalité, si je puis dire. Vous voyez qu'il y a eu un réchauffement en Europe, dont on ne va pas se plaindre, puisque ça vous fait plus de chênes et moins de toundra et de neige et glace. Mais en altitude, là. Ça, c'est dans la région de Zurich. Et puis, si vous remontez de 8000 ans,
vous voyez que nous sommes dans une des périodes les plus froides qu'on ait connues depuis 8000 ans. Ça, c'est des températures de surface en été au large de l'Islande. Vous voyez qu'on est passé de 9,5 degrés à quelque chose comme 7 degrés. De même, dans le fond des détroits indonésiens, hein, vous savez qu'en Indonésie, il y a des détroits entre les grandes îles qui sont à 900 mètres de profondeur. Et même là, on est allé faire aussi une petite enquête et on a constaté qu'il y avait 3 degrés de moins, que l'océan en général était, il y a 8000 ans, 3 degrés plus chaud. Alors c'est lié à des considérations sur la circulation océanique et puis au fait qu'à l'époque, il y avait 50 watts par mètre carré de plus en juin au pôle Nord. Pas qu'un peu. Ça, c'est les glaces à Chamonix. Donc on a des mesures à peu près raisonnablement, enfin des mesures ou des observations, à peu près soit des records paroissiaux. Il y a eu des processions parce que le glacier menaçait de bouffer la chapelle, menaçait de bouffer les granges et a bouffé les granges. Et donc on a des témoignages historiques, puis ensuite on a des dessins et des photos. Donc en 1550, le bout du glacier était là. Ensuite, il a avancé de 1500 mètres. Il a été stable à peu près pendant tout le petit âge de glace jusqu'en 1860. Puis en 1860, au bonheur, le glacier a reculé et on a à nouveau des prés à vaches et la chapelle n'a pas été abattue par le glacier. Et vous voyez que le gros du recul date d'avant, évidemment, les délires au dioxyde de carbone. Même chose pour le grand glacier d'Aletsch, dont je vais passer très vite. Vous avez là son extension maximum à 0 mètre en 1860. Et puis vous voyez qu'à l'époque romaine, à l'époque minoéenne, à l'époque médiévale, ben, il était 3 km plus haut. Donc il faisait un temps un peu meilleur. Et que le gros du recul a eu lieu entre 1957 et 1860, dans le 1er siècle, avant le CO2, quoi. Donc on nous racontait que les glaciers reculent à cause du CO2. Difficile. Bon, je passe. Les températures à Paris peuvent vous amuser. Vous voyez que ça n'a pas énormément bougé. Que les grands coups de froid ont été en 1795. À cette époque-là, comme vous le savez, il y a un escadron de cavalerie qui a pris la flotte hollandaise qui était prise par les glaces. Donc ça, c'est en 1795. Le record de froid est à moins 24 degrés, le 10 décembre 1889. Oui. 89 79. Le record de chaud était, avant ma naissance, le 28 août 1947. Là, vous avez les deux canicules de 2003 et de 2006. Alors, on dit beaucoup de mal des canicules. Je crois qu'il faut dire du mal du ministère de la Santé. En 2003, pourquoi? Parce qu'ils ont oublié en 2003 de diffuser la liste des médicaments qu'il ne faut surtout pas prendre quand la température dépasse 30 degrés. Donc, si vous continuez à prendre vos diurétiques, c'est mauvais. Donc, il y a une liste comme ça de médicaments qu'il ne faut surtout pas prendre quand il commence à faire chaud. Et en 2006, donc elle a été publiée, aucun effet sanitaire en 2006. Vous n'en entendez pas parler. Bon, je passe là-dessus. La planète souffre, ben, vous le savez, oui, que la planète souffre. La température a augmenté de 0,29 degrés. 3 dixièmes de degré. En 40 ans. La planète souffre. C'est irréversible. Alors bon, je ne vais pas vous insister. On vous parle beaucoup de modèles. On vous dit, oui, c'est les modèles. Mon modèle m'a montré. Ben, ça, c'est du charlatanisme assisté par ordinateur, mais du charlatanisme quand même. Voilà donc les observations, et voilà les prévisions des modèles. Alors, je ne vous raconte pas, il y a quelques retraitements entre les deux, mais ça donne une idée de ce qui se passe. Et puis, quand on vous dit qu'il y a des modèles, si ma machine veut bien avancer, il faut bien voir que les modèles météorologiques
sont instables au bout de 3 jours. C'est propre à leurs équations. Alors quand vous les faites tourner pendant 20 ans, enfin l'équivalent de 20 ans, voilà ce que ça donne. Pour changer 1 milliardième de degré sur les conditions initiales. Donc là, vous avez 30 fois, on a fait tourner 30 fois le programme en changeant les conditions initiales. Ben, ça donne des résultats tout à fait différents. C'est ce qu'on appelle l'effet Lorentz, ou effet d'instabilité par rapport aux conditions initiales. Donc je vous invite à avoir une foi absolue dans les modèles climatiques et météorologiques à 30 ans. Ça n'a pas de sens. C'est instable par rapport aux conditions initiales. Alors là, vous avez un baratin fétide où on vous explique que ça représente un petit peu la variabilité naturelle. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est simplement l'instabilité par rapport à la condition initiale. Mais vous voyez que ce n'est pas qu'un peu, hein. Les images sont tout à fait différentes. Donc ça vous donne une idée de la qualité des modèles qu'il faut croire aveuglément puisque c'est eux qui dictent les taxes carbone que vous allez avoir. Vous avez déjà. Bon, je passe parce que... Oui, non, j'ai encore un peu de temps ou pas? Bon. Juste pour vous signaler que le dioxyde de carbone et l'énergie, c'est quelque chose de très utile parce que vous n'avez que 0,16 hectares, 1600 mètres carrés de terre cultivée par tête de pipe. Donc, si vous avez envie de manger, il vaut mieux avoir plus de CO2 dans l'air et plus d'énergie et plus d'engrais. Sur quoi vous ne mangerez rien. Donc, la terre ferme représente 30% de la surface du globe. La terre habitable, c'est-à-dire pas trop froide, et là-dedans, il vous reste un peu pour l'agriculture. L'agriculture, c'est les pâturages et les cultures. Et les cultures doivent vous fournir, et le bétail doit vous fournir des protéines, et les cultures doivent vous fournir des calories. Donc vous avez intérêt quand même à vous préoccuper du prix des engrais et de la qualité de l'agriculture. Bon, la production, la nourriture a été multipliée par 4 depuis 1960, par 4. Hein? Le Club de Rome vous annonçait que vous auriez la famine totale en l'an 2000. Mais vous avez une multiplication par 4 de la production, qui est due à la fertilisation par le CO2 de l'air, mais surtout à l'amélioration des techniques culturales avec plus d'engrais. L'engrais, donc ça permet de restituer à la terre l'azote qui a été pris par les plantes qu'on a cultivées. Alors, il y a des discussions, une lutte acharnée des ONG, telles que Greenpeace, pour que les gens crèvent, pour empêcher les gens de voir du riz un peu arrangé, du riz qui apporte du bêta-carotène. Parce que les gens qui n'ont pas de bêta-carotène, donc ça fait simplement 700 000 morts par an, mais ça, Greenpeace s'en fout. Ce qu'ils veulent, c'est la nature bio, pure, etc., telle qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, les gens mouraient à 30 ans. C'est tout bête. Donc voilà la croissance des productions, je passe très vite. Remarquez la croissance des patates depuis 1960. C'est passé de 20 à 40. Miam miam. Et puis la croissance de la production de blé qui a été très considérable. Et avec cette croissance de production, évidemment, les gens ont eu de quoi manger et l'espérance de vie est passée de 30 ans à 70 ans et à 85 ans. On dit que les Chinois sont extrêmement pollués, ils vont mourir. Or, l'espérance de vie à Pékin est supérieure à l'espérance de vie à Paris. Ah. Bon, ça je passe. Le père m'a posé des questions sur la mondialisation. Il y a 2 formes de mondialisation. La première, c'est les fibres optiques et les satellites. Donc, vous pouvez décrocher votre téléphone, parler gratuitement ou presque à l'autre bout de la planète, ou envoyer des données, des images, des vidéos, tout ce que vous voulez, grâce à un réseau dense de fibres optiques qui s'est mis en place depuis 1990. Et qui continue, le débit par fibre continue à croître d'un facteur 10 tous les 5 ans. Un facteur 10. Hein?
Donc les gens qui font de la fibre optique, j'en étais, doivent se décarcasser un peu pour réussir à suivre la demande. Et puis l'autre invention extraordinaire, c'est le container 20 pieds standardisé, 20 pieds, 8 pieds, 8 pieds, qui vous permet de transporter de Shanghai à Rotterdam pour 1 000 $ ou de Rotterdam à Shanghai pour 500 $ à peu près 30 tonnes de matériel, ou 30 mètres cubes, comme vous voulez. Donc avec des porte-conteneurs, et les porte-conteneurs ne cessent pas d'être de plus en plus gros. Les derniers font, je crois, 22 000 équivalents 20 pieds. On dit désolé. Coincés dans le canal de Suez. Ils font le tour. Mais ils sont tellement gros que c'est plus économique. Donc, à quoi sert l'énergie? L'énergie sert à tout. Et l'énergie, la quantité d'énergie par tête n'a pas beaucoup cru. Par contre, la population est passée de 2 milliards à 8 milliards. C'est pour ça qu'il y a plus de CO2. Par contre, la quantité de CO2 par tête est restée à peu près constante, même avec le développement de la Chine. Alors, la révolution absolue, c'est les gaz de schiste et les huiles de schiste, puisque ça double les réserves. Et donc, c'est tombé à quelques dollars, ce qui était encore en Europe à 8 $, aux États-Unis est à 2 ou 3 $. Ce qu'on appelle le million de British Thermal Units. Et voilà les gisements potentiels de gaz et d'huile de schiste. Alors les Américains, pas idiots, ont un régime d'entrepreneuriat et de propriété du sol qui fait qu'ils ont pu se développer. Donc il y a eu quelques entrepreneurs particulièrement hargneux qui ont mis 30 ans, qui ont mis toutes leurs économies là-dedans et qui ont fini par faire marcher deux choses. D'une part, le forage horizontal sur 6 km. Donc vous descendez à 3 km ou 4, et puis vous forez à l'horizontale sur 6 pour aller chercher. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le fracking, où on dilate un peu la roche avec une pression d'eau, on la choque un peu de manière à ce qu'elle relâche l'huile ou le gaz de roche-mère. Moyennant quoi, ça rapporte 100 milliards de dollars, rien que pour ici c'est le gaz, et ça rapporte à peu près autant pour le pétrole. Pardon? À nous, ça n'aura pas. À nous, c'est interdit. Oui. Il est même interdit en France d'essayer de savoir s'il y en a. C'est quand même noté sur la grille. C'est noté, là. Oui, il y en aurait en France. Oui, il y en a dans le bassin parisien et il y en a dans les Cévennes. Mais absolument interdit même de savoir. C'est le fracking, la recherche, même de faire de la recherche. C'est absolument stupéfiant. Mais enfin, c'est le suicide d'études. Monsieur Hulot, Monsieur Roland, Monsieur Ségolène, Madame Ségolène. Je crois qu'elle était ailleurs, Madame Ségolène. Non, mais ça fait longtemps qu'ils essaient d'interdire toute espèce de recherche géologique. En disant, les mines, c'est pas bien. Non, les Américains trouvent que ça nourrit. Et là, ça leur fait à peu près 200 milliards de dollars. Ah oui. Ça fait 1 000 $ par foyer américain. Moi, je veux bien avoir 1 000 $ de plus. Donc, le suicide des nations européennes, les délires de la transition énergétique ou écologique et le retour à la bougie. Ah, c'est mignon, ça. Tout ça au titre d'une idéologie où le fondateur de l'United Nations Environment Programme, notre seul espoir pour la planète, c'est l'effondrement des civilisations industrielles. Notre responsabilité, c'est de provoquer cet effondrement. Maurice Strong, qui était secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui a créé le GIEC, qui a créé l'UNFCCC, donc ils l'ont dit très clairement. Ils veulent votre peau. Je crois que alors oui, juste en fonction des renouvelables, évidemment. Lorsqu'il n'y avait pas de renouvelables, ça faisait en gros 100 € chez le mégawattheure payé par le ménage pour son mégawattheure, il pouvait se chauffer. Et puis en Allemagne, c'est monté vers 350 avec des blackouts qui vont arriver. Un peu comme en Australie, je vous mentionnais tout à l'heure, les 70 nourrissons en couveuse qui avaient crevé parce que il n'y avait plus de couveuse, parce qu'il y avait un blackout.
on sait mal se passer d'électricité. Et grâce au compteur Linky, on va pouvoir gérer ça. Oui. Alors vous avez des gens qui vous racontent la peur. Hein, je vous ai montré tout à l'heure que la peur était l'instrument essentiel de M. Al Gore, qu'il développait des études de marché sur la manière de trouver le meilleur terme qui fasse le plus peur, savoir si c'est l'effondrement climatique, le délire climatique, etc. Eh bien là, M. Juppé et Mme Guigou s'en racontent. Ah, le développement durable, il faut avoir 3 peurs. 3 peurs. Peur du réchauffement climatique, peur de l'après-pétrole, peur du déclin. Voilà, donc ayez peur, ayez peur. Bon, j'arrête là. Si vous voulez rire un peu, même s'il n'est pas très orthodoxe, l'urgence écologique, la sauvegarde de la planète, le futur de nos enfants pour sauver l'humanité, la planète et la biosphère, vise en fait à la soumission repentante, à un collectivisme bureaucratique pour la gestion citoyenne de la poubelle planétaire, avec des catastrophes calculées, des catastrophes extrapolées, des interrogations citoyennes, des scoops journalistiques, etc., etc. Donc il a beaucoup de plumes, mais ça vous explique à peu près le bourrage de crâne auquel vous êtes exposé. Je vous remercie. Oui. Oui.